Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. La semaine a été particulièrement intense à Bruxelles. En effet, les dirigeants occidentaux se sont réunis dans la capitale de l'Union européenne. Il y a eu une semaine pour 3 sommets, ceux de l'OTAN, du G7 et des dirigeants européens. L'objectif, consolider les sanctions contre la Russie. Selon le président américain Joe Biden, l'OTAN n'a jamais été plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. La crise en Ukraine révèle-t-elle une cohésion sans précédent parmi les pays occidentaux? On lance les débats avec nos invités. En ligne avec nous, Monsieur Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès et ancien candidat aux présidentielles françaises. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci. Et Madame Song Xin, ancienne conseillère politique du Parlement européen. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Et sur le plateau se trouve avec moi Monsieur Xu Tiebing, spécialiste en relations internationales. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Et à l'issue des 3 sommets, l'OTAN va déployer conjointement des moyens supplémentaires pour assurer sa défense. Monsieur Cheminade, depuis le début de la crise en Ukraine, est-ce que les pays occidentaux ont fait preuve d'une solidarité sans précédent, comme l'affirme le président Biden ? Alors je dirais qu'il s'agit d'une apparence de solidarité. Les dirigeants européens d'Europe de l'Est, d'Europe orientale, craignent la Russie et on dispose de très peu de moyens militaires, d'où leur dépendance vis-à-vis de l'OTAN. Cependant, la France, de son côté en particulier, a subi un affront de la part des États-Unis dans l'affaire des sous-marins australiens, de l'ANCUS. C'est quelque chose aussi de très grave en ce qui concerne la Chine, puisque les sous-marins conventionnels français étaient pour défendre les côtes australiennes, alors que les sous-marins nucléaires que l'Australie achètera aux États-Unis peuvent aller jusqu'au large de Taïwan, et on voit bien l'intention. Ensuite, la France ne peut pas accepter que quelqu'un comme le dirigeant du Stratcom, l'organisme stratégique qui définit la politique stratégique américaine, l'amiral Charles Richard, puisse dire que le nucléaire, il l'a dit avant ce qui s'est passé en Ukraine, il a dit que le nucléaire qui avant était jugé comme un recours pas possible en cas de guerre, maintenant pourrait être considéré, pourrait être envisagé. Donc, la France ne peut pas l'accepter. La France ne peut pas accepter non plus, parce que la politique internationale, ce n'est pas un combat de karaté ou un combat de boxe, ne peut pas accepter que Joe Biden disent que Poutine est un tueur, un criminel de guerre, un boucher, qu'il ne doit pas rester au pouvoir. C'est sortir de la diplomatie. Quoi qu'on pense de M. Poutine, et on peut avoir un avis très sévère vis-à-vis de lui, ça ne se fait pas. On va dans la voie de la diplomatie. Enfin, je dirais que le vrai défi aujourd'hui dans le monde, c'est celui de la vulnérabilité du système financier et monétaire occidental, dû à des spéculations insensées qui se poursuivent depuis des années et des années. Dans ce contexte, la domination exercée par Wall Street et la City de Londres, par-delà et contre les États-nations, est le vrai problème. Et on a besoin de nouvel ordre de développement mutuel, de sécurité pour tous les pays du monde. Un nouvel ordre gagnant-gagnant. Alors c'est le besoin d'une solidarité mondiale, au-delà d'une solidarité occidentale, et sortir d'un ordre géopolitique où les uns cherchent à dominer les autres, pour passer à un ordre de réel développement mutuel économique. Alors, en ce sens, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt une déclaration du chef des états-majors de l'armée en France, qui s'adresse aux officiers généraux, c'est-à-dire aux principaux militaires français, et qui dit « Les sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de la Russie frappent durement l'économie russe, bien sûr, mais également les économies occidentales, et en particulier européenne. À moyen terme, et c'est ça qui est très intéressant, l'une des conséquences de cette guerre sera sans doute une profonde restructuration des relations économiques internationales. Alors cela va dans le sens d'une déclaration de Serge Lavrov, lorsqu'il a rencontré le 30 mars M. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, et que Lavrov a dit, répétant des choses qu'auparavant M. Wang Yi avait dit aussi, je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous nous dirigeons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique.
Alors j'appartiens à un mouvement qui s'appelle l'Institut Schiller, qui organise précisément une conférence le 9 avril sur la possibilité de parvenir et la nécessité de parvenir à une nouvelle architecture de développement et de sécurité pour toutes les nations du monde. Et je crois que c'est ça la vraie question, une solidarité à l'échelle du monde, que les moyens économiques, les moyens de communication, les moyens de connaissance actuels rendent absolument indispensables. Donc, selon vous, en fait, la solidarité mondiale est très importante et imminente aujourd'hui, mais la solidarité entre l'Europe et les États-Unis n'existe pas vraiment. En fait, les divergences sont plus fortes que les liens qui puissent unir l'Europe et les États-Unis en contexte de crise. Et Monsieur Sui, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que pour vous, il y a une réelle solidarité chez les pays occidentaux avec la crise? J'ai bien remarqué, par exemple, le point de vue de notre ami, M. Cheminade, notamment sur une éventualité de réorganisation, disons, structurelle de l'ordre mondial. Mais revenons sur Namboudou. Premièrement, je pense, quand on dit, par exemple, solidarité, personnellement, je préfère plutôt cimentation. C'est-à-dire, à travers cette crise, et les relations transatlantiques est plus cimentée qu'avant. Mais en apparence, bien sûr, c'est qu'en même temps, c'est que les clivages entre autonomistes et entre les suivistes, essentiellement des pays, disons, anciennement qui sortis de post-soviétique, espace post-soviétique, et entre d'un côté et de l'autre côté, entre les moyennes puissances comme la France et l'Allemagne et l'Italie, voilà, il y a le clivage. Et ça existe, simplement, c'est que pour le moment, c'est masqué. Mais, je dirais, les clivages existent encore. Et troisièmement, moi, je pense que ça donne plus de conséquences à long terme. Si on voit, c'est que parmi les pays européens, il est plus, sur des questions profondes, il est plus divisé qu'avant. Et là, je pense que ça aurait des conséquences très lourdes. Mais selon, à l'issue des 3 sommets, les pays européens, avec les États-Unis, quand même, ils ont fait des promesses de solidarité pour défendre leur sécurité. Ça, c'est quand même quelque chose de preuve de solidarité. Oui, quand on dit la solidarité, moi, je dirais plutôt c'est cimentation, dans le sens que, comme on dit, c'est l'Europe, proprement dit, sont divisés. Il y a des pays qui sont plus engagés, parce que quand existe, il y a une sorte de russophobie, et notamment que des pays anciennement orientaux, etc. Mais en revanche, on voit, c'est que en même temps, certaines puissances, disons moyennes, comme M. Cheminade bien indiqué, la France en tête, et aussi à partir de pays, préfèrent, je dirais, une autre façon de maintenir la sécurité et essayer de construire une structure. On voit par exemple les efforts pour l'accord de Minsk, on voit aussi une certaine conférence de sécurité européenne à Helsinki, etc. Même si sur la crise d'Ukraine, ça ne marche pas très bien, enfin, faut-il faire un positionnement uniquement s'appuyer sur la ligne de Washington ou plutôt sur une voie autonome. C'est le clivage fondamental entre certains pays européens. Peut-être, comme vous dites, avec Monsieur Cheminade, ça hésite beaucoup de divergences entre l'Europe et les États-Unis, mais entre les pays européens, aujourd'hui, on voit une solidarité, une cohésion beaucoup plus cohérente qu'avant. À l'issue des sommets, le président Biden a déclaré que la Russie ne pensait pas que l'Europe pourrait maintenir une telle cohésion. Madame Son, dans cette crise, l'Europe parvient-elle à dépasser les dissonances de ses États membres, ce qui n'a pas toujours été le cas? Je crois que c'est évident que cette fois, les Européens sont beaucoup plus unis vis-à-vis de la Russie. Ça n'était pas toujours le cas, parce qu'en 2008, lors de la guerre entre la Géorgie et la Russie, les Occidentaux n'ont pas vraiment fait grand-chose, malgré en fait la promesse de l'OTAN faite au président géorgien Saakashvili. Et en 2014, lors de l'annexion en fait de la Crimée, les Européens n'étaient non plus pas très actifs. Donc de l'extérieur, du point de vue russe, Poutine
Pendant un certain moment, on pensait facilement que comme les pays occidentaux sont tellement divisés et les opinions publiques en Europe sont tellement démobilisées, en cas d'une guerre entre peut-être l'Ukraine et la Russie, on les laissera faire. Mais cette fois, c'est pas du tout le cas. On voit bien, les pays et les sociétés européennes se sont fortement mobilisés contre la guerre et aussi également la Russie. Et ils ont même approché les divergences, comme vous avez mentionné, et construit un front suffisamment uni. La plupart des citoyens européens, je voulais dire, sont aussi favorables à une intervention forte en Ukraine. Donc, pour répondre à votre question, je dis oui, c'est vraiment un tournant historique pour l'Europe. Et en plus, ce changement n'est pas fait parce que le président français ou le chancelier allemand a voulu. C'est parce que, en fait, les sociétés européennes ont voulu faire changer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début, l'Allemagne avait promis, en fait, de délivrer 5000 casques militaires pour l'Ukraine, qui ne sont jamais, en fait, arrivés à l'heure. Et cela a devenu, en fait, un énorme scandale dans la société allemande et a donc aussi réveillé Berlin pour un bouleversement de la stratégie pour sa défense nationale. Donc, c'est vraiment évident que maintenant, on a vu en fait une résistance européenne et une solidarité européenne entre les pays membres. Et Monsieur Cheminade, avec les renforcements militaires et les renforcements des sanctions économiques conjointement imposées par les pays européens contre la Russie, est-ce que les pays européens deviennent-ils plus unis qu'avant? Parfois, il faut être concret. L'Allemagne achète le F-35, l'avion de combat américain, et pas le Rafale français. C'est un fait. Deuxième fait, au traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé en 2019, la France accepte, disons en réalité, une Europe des régions. On a dit beaucoup de choses contre le traité d'Aix-la-Chapelle qui étaient fausses, mais celle-là est vraie. La France accepte une Europe des régions qui est la conception allemande. Et en plus, sur le débat sur l'avion du futur, qui va remplacer l'Eurofighter et le Rafale à partir de 2040, les Allemands essayent d'imposer à Dassault, qui est l'opérateur, qui est le créateur dans cette affaire, essayent d'imposer à Dassault des contraintes que Dassault juge, disons, excessives. Donc, il y a un débat. Et je crois que la France, par rapport à tout ça, a une particularité. Elle a 4 atouts. Le nucléaire civil, que l'Allemagne n'a pas. L'Allemagne se suicide en renonçant au nucléaire civil, je pense. La force de frappe militaire, nous avons une place au Conseil de sécurité des Nations Unies et nous avons une économie de secteur public. Alors, en fonction de ces atouts, nous devrions jouer un rôle d'inspirateur, de catalyseur, de médiateur, je dirais, avec la Chine, avec d'autres pays européens qui se joindront à nous, avec l'Inde, si possible avec l'Allemagne, mais je doute, compte tenu du gouvernement allemand actuel, que dans ce contexte, on crée la base pour un nouvel ordre de développement économique mutuel et cette solidarité mondiale dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà, ça c'est le grand défi de l'époque. Et Madame Son, tout à l'heure, vous avez dit qu'on voit vraiment une solidarité chez les pays européens aujourd'hui. Mais comment analysez-vous cette solidarité européenne qui se forme dans un contexte de crise? Va-t-elle vraiment aider l'Europe face au reste du monde ou pas vraiment, selon vous? Oui, on a vu en fait un grand changement pour l'Europe. Comme j'ai dit, je voulais dire, en fait, c'est un tournant historique. Je crois que cette solidarité est assez solide vis-à-vis en fait de la guerre, aussi vis-à-vis en fait de la construction d'un nouvel ordre du monde. Je suis pas sûre que ce sera en fait fait comme Monsieur Cheminade a mentionné, mais je crois que l'Europe a vraiment l'intention de construire un nouvel ordre du monde qui se focalise sur en fait le changement climatique par exemple et aussi en fait le développement des ressources renouvelables parce que c'est ça qui redonne en fait l'autonomie à l'Union européenne, à l'Europe, à la société européenne et aussi en fait aux pays qui sont dépendants des ressources russes. Et donc c'est dans ce sens-là je vois que
je pense que la solidarité européenne va encore durer, va se consolider même. Monsieur Cheminade, vous n'affirmez pas une solidarité qui existe chez les pays européens, mais pensez-vous que cet état actuel et cette situation actuelle des pays européens, ça va aider l'Europe face au reste du monde ou pas vraiment? Excusez-moi de le dire comme je le pense, mais je ne pense pas qu'on puisse bâtir une société du futur sur la guerre contre le climat, sur la transition écologique, sur des investissements qui ne soient pas des investissements dans ce qui est le plus créateur de l'être humain. Je crois que là, on a une version de l'écologie qui est fausse. Moi, je suis pour l'écologie scientifique, mais pas une version de l'écologie qui circule en Europe, qui est une version de l'écologie où l'être humain est un pollueur, un prédateur, et on l'accuse de tous les maux. Je crois qu'au contraire, l'être humain est un créateur, et c'est dans ce sens que je pense que l'Europe devrait aller. Regardez un problème très très concret, celui du gaz russe. On est dans l'hypocrisie, parce que d'un côté, les institutions, on frappe les institutions financières russes, on les expulse de SWIFT, de l'accord interbancaire, mais les banques qui sont liées à l'exportation de gaz sont exclues, en faveur de l'Allemagne, bien entendu. Donc, on est dans une sorte d'hypocrisie. Gazprombank, par exemple, est exclu pour l'instant de ces sanctions. Et le gaz, aujourd'hui, continue à passer par l'Ukraine. Et probablement, les Ukrainiens continuent à payer. Donc, on est dans une situation assez paradoxale, pleine d'hypocrisie. Et disons que l'Ukraine ne peut pas couper le gaz, bien sûr, parce que ça serait une catastrophe économique pour tout le monde. Donc, on est dans cette hypocrisie. Et je pense que cette hypocrisie et cette relation vague dont on doit sortir, avec une vraie économie et politique économique d'ensemble qui permettra en particulier de redonner à l'industrie sa place en Europe. La France est passée entre 1980 et aujourd'hui d'une part de l'industrie de 20% environ dans le produit intérieur brut à 10%. Donc il faut redonner un sens, une mission qui puisse redonner courage, espérance aux pays européens. Et je ne crois pas que la voie actuelle, coincée entre les États-Unis et l'Est, soit une voie dans laquelle puisse s'exprimer. Il faut en sortir. Et comme vous dites, la question des sanctions sur les importations d'énergie semble diviser les pays occidentaux depuis le début de la crise. Compte tenu le niveau de dépendance de l'Europe au pétrole et au gaz russe, comme vous avez dit, Monsieur Cheminade, Monsieur Su, d'après vous, est-ce que c'est-à-dire que les chefs d'État européens vont peut-être aussi évaluer la nécessité ou non de renforcer les sanctions contre Moscou? Sur ce point, moi, je pense que j'admire certains points de vue de M. Cheminade. Oui, effectivement, pour le moment, on voit certains phénomènes, je dirais, de réaction plutôt émotionnelle. Mais au fond, il s'agit surtout d'une restructuration de la chaîne de production, de ravitaillement, en basant sur les avantages comparatifs de l'un à l'autre. Faut-il vraiment, c'est lucide, de supprimer cette soi-disant dépendance d'énergie russe vers, je dirais, de côté outre-Atlantique. Ça correspond vraiment aux intérêts des pays européens. Là, un grand point d'interrogation. Il faut voir qu'en même temps, par exemple, je pense, on a fait dès le début sur cette, je dirais, de censure, une certaine sélection pour l'intérêt, je dirais, de certaines multinationales d'importation énergétique, mais il est plus difficile, je pense, que dans la faisabilité de remplacer cet échange au sens commercial normal, ravitaillement, utilisation, consommateur, etc., en une sorte, je dirais, de rupture totale, tout en s'appuyant sur, je dirais, en rêve, sur un ravitaillement énergétique venu de l'Amérique du Nord. Là, je dirais même sur des calculs économiques, des bénéfices, etc., c'est totalement infaisable. Et l'importance, c'est que finalement, sur le futur mondial, est-ce qu'il faut vraiment de couper des liens existants actuels sous un prétexte idéologique, conceptuel, vers une restructuration plutôt autour,
je dirais, de Washington, ou l'Amérique du Nord. Bien sûr, aujourd'hui, il y a plusieurs pays membres comme l'Allemagne et la Belgique ne veulent pas aller jusqu'à la suspension des contrats de gaz avec la Russie, mais la plupart des pays européens ont tendance de suivre ces sanctions. Donc, est-ce qu'avec ces intérêts divergents entre l'Europe et les États-Unis, l'Europe peut toujours suivre la même stratégie que les États-Unis? Moi, je pense qu'il est normal pour beaucoup de pays, notamment européens, qui n'ont pas les ressources suffisantes. Une politique de diversification, c'est tout à fait logique. Nous faisons aussi le même, par exemple, concernant les ravitaillements d'énergie dont nous avons besoin. C'est la même logique. Mais simplement, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute, c'est que souvent qu'on sait qui va jouer le remplaçant. C'est bien sûr, c'est l'Amérique du Nord. Ça correspond plutôt aux intérêts, je dirais, des grandes multinationales américaines que, je dirais, les vrais intérêts des pays européens eux-mêmes. Et Madame Song, quel est votre avis là-dessus? L'Europe est-elle dans la même optique stratégique vis-à-vis des États-Unis? Oui, je veux revenir tout d'abord en fait sur ce grand changement en fait d'idéologie européenne. Comme j'ai déjà mentionné, c'est un bouleversement stratégique pour l'Europe. Mais malgré en fait toute l'influence américaine en fait sur l'élaboration de cette nouvelle stratégie, je crois qu'il faut quand même nuancer en fait la stratégie de l'Europe avec celle des États-Unis. Parce qu'à la sortie de la guerre froide, je vous rappelle, les Européens ont vraiment développé une rationalité concentrée sur le commerce international tout en rejetant la rationalité géopolitique. C'est une politique du changement par le commerce. Ça suit en fait un peu la philosophie en fait de l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, c'est Wandel du Handel. De la part de l'Europe, on essaie de s'approcher vers la Russie et aussi de la Chine par le biais commercial. Et la Russie a échoué dans ses réformes économiques et a perdu la chance de s'intégrer dans l'économie mondiale, moderne. Et en même temps, ils n'ont pas réussi non plus dans l'intégration politique dans le monde occidental. Finalement, la Russie est devenue un acteur qui s'accroche à une rationalité plutôt géopolitique que économique. Donc, on a pensé que les deux rationalités, la rationalité géopolitique et la rationalité économique, pourraient coexister. Mais finalement, cette coexistence s'est explosée avec la guerre, comme maintenant. Mais maintenant, au sein de l'Union européenne, on parle d'une correction de cette stratégie sécuritaire pour éviter l'impuissance potentielle dans le futur. Pour l'Europe, la situation est un peu délicate actuellement. Si elle veut terminer sa dépendance énergétique de la Russie, il faut compter sur les États-Unis pour l'importation importante du gaz liquéfié. Mais donc, à court terme, on pourrait en fait envisager une coopération énergétique plus serrée entre l'UE et les États-Unis. Mais à long terme, l'UE n'a absolument aucune intention d'être dépendante du gaz américain. L'intention se montre très clairement à travers les propositions proposées par la Commission européenne il y a quelques jours. L'Europe va tout faire en fait pour développer de manière efficace ces énergies renouvelables afin d'être stratégiquement autonome. C'est pareil pour la stratégie en fait de la défense. À court terme, l'UE doit encore s'appuyer sur l'OTAN, bien sûr, pour son soutien militaire. Mais l'Allemagne a déjà fait un choix inédit pour bouleverser son idéologie pacifiste en créant un fonds spécial destiné en fait à la défense nationale. Donc cela signifie à long terme, l'Europe devra avoir leur propre armée européenne qui sert de défendre leurs propres intérêts. Donc ici, il faut aussi tenir en compte que les USA ne sont plus considérés comme un partenaire fiable à long terme pour l'Europe, spécialement après Donald Trump. Donc l'Europe se veut vraiment indépendante vis-à-vis en fait de ses partenaires. Pour résumer, oui, il y a un rapprochement entre les États-Unis et l'Europe à long terme, mais à court terme. Et comme vous dites, c'est vrai, après la guerre froide, on a tendance de croire que les pays occidentaux sont toujours soudés en toutes circonstances. Et là, il faut mentionner, à l'issue des sommets, l'UE et les États-Unis ont franchi une étape de leur partenariat énergétique. Washington promet des livraisons de gaz naturel liquéfié pour aider l'UE à réduire sa dépendance à l'écart des hydrocarbures russes. Cet engagement des États-Unis va-t-il rassurer
gérer le manque de pays inquiets tout en consolidant davantage la solidarité de l'OTAN? Madame Son. Je crois en quelque sorte oui, mais ça ne suffit pas parce que la Russie envoie quelques 150 milliards de mètres cubes de gaz chaque année à l'Union européenne. Mais maintenant, les USA ont promis seulement un dixième de ce volume. Donc, c'est vraiment, ça ne suffit pas. Il faut vraiment compter sur l'Europe elle-même pour se sauver, pour sortir en fait de cette situation délicate. Et Monsieur Cheminade, selon vous, est-ce que ça va pousser l'Europe encore davantage dans les bras des États-Unis et donc une solidarité de l'OTAN possible, puisque c'est un grand pas de la part des États-Unis? Je vais dire trois choses qu'on ne dit pas d'habitude. La première, c'est que le gaz naturel liquéfié venu des États-Unis exige pour être en Europe des terminaux de dégazéification. L'Allemagne n'en a aucun. La France en a 4, plus un qu'elle va faire flottant au Havre. Les Pays-Bas en ont certains. Mais en tout cas, il n'y a pas assez de terminaux de dégazéification pour recevoir même le gaz américain que les Américains voudraient envoyer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, lorsqu'on est écologiste, la manière dont le gaz est produit aux États-Unis, dont on parle aussi de production au Canada, elles sont pour le moins contestables. C'est la première chose. La deuxième chose, on est devant quelque chose de très urgent. Le président Poutine a dit qu'il voulait être payé en roubles. Or, l'Allemagne a dit non, elle refuse. Donc, Poutine ne revient pas sur sa décision. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine? Je ne sais pas. Mais c'est là qu'il faut élever le débat et le poser en termes d'un système gagnant-gagnant et pas comme on tend à aller aujourd'hui vers un système perdant-perdant où on divise en plus le monde en deux. D'un côté, le monde occidental, de l'autre côté, la Chine avec la Russie, l'Inde et d'autres pays. Les pays qui se sont abstenus lorsque, aux Nations Unies, on a voulu condamner la Russie. Donc ces pays forment plus de la moitié de la population du monde et à peu près 40% du produit intérieur brut. Et enfin, je dirais autre chose, qui est la dernière dont on ne parle pas, mais que les sanctions économiques et financières imposées à la Russie frappent de plein fouet quelque chose qui s'appelle les contrats sur produits dérivés. Alors, l'ensemble de la chaîne de produits dérivés, c'est-à-dire qu'ils sont comme des assurances sur l'exportation de biens, comme le gaz naturel, le palladium russe, dont la Russie est le premier producteur mondial, tous ces contrats sur produits financiers dérivés, si dans la chaîne d'assurance un saute et ces contrats sont revendus entre partenaires financiers, si un saute, toute la chaîne risque de sauter. Donc on est devant un risque très grand de démembrement de toute la chaîne d'assurance dans les pays occidentaux vis-à-vis des biens exportés par la Russie et qui contamine le reste du système financier. Donc, on est devant une menace qui touche le dollar, pas le dollar comme monnaie américaine, mais le dollar comme monnaie de règlement financier international. Donc, on a une crise très grave. Et je crois qu'en Chine, on en est conscient et qu'on réfléchit à développer son propre SWIFT que la Chine possède, qu'on réfléchit à développer tout un système basé sur le yuan qui ne peut pas être à court terme une référence dans le système international. Donc aujourd'hui, l'Europe est un peu dans l'impasse. Donc selon vous, est-ce que comment l'Europe doit-elle faire le choix dans cette situation? L'Europe, où est le numéro de téléphone de l'Europe? Il n'y en a toujours pas, ce que disait Kissinger à une époque, cyniquement. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les États européens qui doivent s'entendre. Et de ce point de vue, il y a une nécessité d'entendre entre les plus grands, mais pas seulement. Il y a eu récemment, à la réunion la plus récente qui vient de se tenir, une très désagréable altercation entre Sanchez, l'espagnol, et le président des Pays-Bas et le représentant allemand. Donc reste à savoir comment l'Europe va faire son choix dans cette situation délicate. C'est vrai qu'elle est un peu coincée dans toutes circonstances. C'est-à-dire la division parmi les pays européens, ça
constitue un Merci. facteur à long terme. On va peut-être faire une autre émission sur le sujet. Cette crise révèle certainement des intérêts divergents entre l'Europe et les États-Unis, mais reste à savoir si la situation pourrait s'améliorer pour l'Europe, mais surtout pour une solidarité mondiale face à la crise en Ukraine. C'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Su, merci Monsieur Cheminade et Madame Son. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt sur CGTN Français.